Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Diagonal Flash. Aujourd'hui, nous allons parler du potentiel de la data pour le développement à l'international des entreprises. D'un côté, comment saisir toutes les opportunités offertes par les données pour développer de nouveaux produits, de nouveaux services et accélérer son business. Mais de l'autre, comment manier cette matière qui est hautement sensible et hautement délicate avec précaution pour faire cela dans un cadre tout à fait sécuritaire. Pour en discuter, deux experts. Mick Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation business chez Business et Décisions et vous accompagnez à ce titre de nombreuses entreprises, grands groupes et PME, dans le développement de nouveaux produits et de services et dans l'activation du potentiel de cette data, justement. Nicolas Arpagian, bonjour. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, directeur de la stratégie et des affaires publiques d'Orange Cyberdéfense. Vous êtes spécialiste de la protection des données et de la cybersécurité. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages qui font référence sur le domaine. Mick Lévy, première question. La data est-elle véritablement aujourd'hui le véritable carburant qui permet aux entreprises d'accélérer leur développement à l'international ? Alors clairement, en tout cas, ça va être l'un des carburants. On dit que nous, on milite chez Business et Décisions pour que la data soit reconnue comme un actif à part entière dans l'entreprise. Et c'est un actif duquel on va pouvoir se saisir effectivement pour le développement à l'international. Je vais essayer de prendre quelques exemples concrets. Déjà, choisir une nouvelle implantation peut être un choix assez compliqué. On va pouvoir se servir de toutes les données qui sont disponibles. Il y a beaucoup de données disponibles de façon ouverte et gratuite sur Internet, en open data, pour recouvrer tout un tas de signaux faibles et arriver à choisir quelle serait la meilleure implantation pour une entreprise. Et cette implantation peut même aller de manière très très détaillée jusqu'à quel est le meilleur quartier d'une ville pour implanter un nouveau point de vente, par exemple. C'est des projets qu'on a régulièrement fait. Une fois cela réalisé, il va falloir arriver à faire fonctionner les différents services entre eux. Alors, première préoccupation, en général, elle est financière. Donc les directions financières sont les premières à se saisir du sujet pour arriver à consolider les données de l'activité au niveau mondial. Ça devient même une obligation dès qu'on va parler des fonctions de consolidation statutaire. Et là aussi, la data va permettre de fluidifier et d'aider à la fois à rationaliser et à être beaucoup plus efficace dans ces domaines-là. Quand on va sur les meilleures pratiques dans ces domaines-là, on peut réduire les coûts de consolidation des données pour les contrôleurs de gestion d'un facteur facilement de 5 sur les entreprises internationales. Il y a vraiment beaucoup à gagner à rationaliser tous les dispositifs et à les automatiser par de la data. Le second client qu'on va avoir, c'est le marketing, où évidemment on va vouloir suivre les clients internationaux. Exemple typique, une chaîne hôtelière où tous les acteurs du tourisme, dans l'hôtellerie c'est très très fort, où un client va aller dans différents hôtels qui peuvent être partout à travers le monde, va pouvoir avoir parfois un usage business, parfois y aller en famille ou pour des vacances, et d'arriver à comprendre le comportement du client dans sa globalité de ses usages partout à travers le monde et sur un temps long, est évidemment très utile pour le marketing, qui pourra ensuite utiliser cette data pour personnaliser les offres qui sont proposées aux clients, pour lui proposer toujours les meilleures options, les meilleurs voyages, selon ses goûts, ses manières de faire, etc. Voire jusqu'à personnaliser l'accueil dans certains cas. Complètement. C'est des projets qu'on a souvent réalisés et qui, en plus, amènent un retour sur investissement qui est extrêmement fort et qui est décuplé forcément sur les entreprises internationales parce qu'il faut parvenir à avoir cette vision 360 degrés des clients sur l'ensemble des pays dans lesquels on opère. Et rapidement, on voit que ça peut très bien fonctionner pour des grands groupes qui ont de multiples implantations, des équipes très larges. Ouais. Est-ce que ça peut aussi être activé, ce potentiel de la data, pour des plus petites entreprises, des PME ou des ETI ? Alors je dirais d'autant plus, le potentiel de développement va être encore plus fort pour les PME ou les ETI qui ont encore assez peu de signaux finalement sur les endroits où s'implanter et comment faire pour s'implanter à l'international. Les grands groupes, eux, le gain, il va être dans la rationalisation et ce qui va être très très vite recherché, c'est être efficace à l'international sur de nouvelles implantations en arrivant à avoir une vision globale et en rationalisant les processus par la fluidification de la donnée. Mais pour les PME ETI, il y a un enjeu de développement qui est extrêmement fort en activant cet actif, encore une fois. Nicolas Arpagian, lorsqu'on se lance dans un projet d'exploitation à l'international de données pour développer son business, quels sont les grands enjeux qu'on doit garder à l'esprit en termes de cybersécurité? Alors effectivement, c'est d'être conscient que cette information, elle a une valeur. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que cette information soit accessible, disponible et que l'on puisse avoir confiance dans son intégrité. Donc à chaque moment, il ne faut pas que lorsque vous commencez à manipuler, surtout sur des grands volumes, dans une logique algorithmique, ces informations, vous ayez des interrogations quant à la réalité, à la véracité des conclusions que vous pourrez tirer de l'exploitation de ces données. Donc faire en sorte de quelles sont les informations dont je dispose, quelles sont celles qui
qui mérite d'être protégé dans un bon niveau de sécurité. D'ailleurs, va pouvoir se poser à un moment la question de la confiance qu'on va avoir dans des prestataires, dans les hébergeurs. On va parler de la réglementation, c'est évident, ça va être un sujet, notamment lorsqu'il va s'agir de se préoccuper de la souveraineté des informations. On voit bien que c'est important d'avoir cette vision. Pourquoi ? Parce que ensuite, c'est bien l'automatisation du flux de données qui va permettre d'avoir des éclairages différents et surtout qui soient utilisables potentiellement par, comme l'a dit Mick, beaucoup d'entités de l'entreprise, pas uniquement les gens du marketing, mais le juridique, éventuellement la finance et le commerce. Donc on voit bien qu'il y a cette nécessité d'avoir une vraie conscience de la valeur de la donnée, de sa disponibilité, de son intégrité, et faire en sorte surtout de conserver l'avantage concurrentiel que représente la détention, la maîtrise de ces informations. D'une part, parce que si ces informations ont été rendues inaccessibles, vous paralysez aujourd'hui nombre d'entreprises qui ne sont plus en mesure de travailler, faute d'avoir ces données, de pouvoir échanger, partager, même s'il s'agit de données clients ou de données financières, et donc faire en sorte surtout que vous les conserviez de manière à ce que ce qui fait votre singularité sur un marché perdure. Faire en sorte que, justement, de nouveaux compétiteurs ne viennent pas aspirer, en quelque sorte, ce qui est aujourd'hui l'élément différenciateur qui justifie votre raison d'être et surtout la source de votre compétitivité future. Très bien. Vous parliez de réglementation. Mick, vous qui conseillez les entreprises notamment sur les aspects réglementaires, comment fait-on ? Quand on exploite des données dans différents pays, on a des cadres juridiques qui peuvent être extrêmement différents. On a eu le RGPD qui a unifié un petit peu tout ça au niveau européen. Mais comment on fait pour gérer cette complexité justement réglementaire ? Effectivement, c'est même un critère, à mon avis, à prendre en compte dans les choix d'implantation de développement international. Il faut distinguer plusieurs catégories et plusieurs catégories de pays. Tout d'abord, il y a les pays européens, pour lesquels tout est fait pour fluidifier, pour simplifier les opérations autour des données en Europe. Il y a bien sûr le RGPD pour ce qui est des données personnelles. Il y a aussi un nouveau règlement duquel on a trop peu parlé, à mon avis, qui est celui sur la libre circulation des données en Europe, qui est en train d'être adopté. Les travaux sont très avancés, ce n'est maintenant plus qu'une question de semaines. Et ce nouveau règlement... Que va-t-il apporter par rapport à... va permettre que les données circulent librement. Après la libre circulation des personnes, après la libre circulation des biens en Europe, les données vont elles aussi pouvoir circuler librement, sans mettre d'entrave sur le lieu de stockage d'un pays, sans pouvoir obliger à dire on veut stocker dans le pays du siège, par exemple. Donc en Europe, tout va être extrêmement simplifié et il va y avoir très très peu de différence finalement entre mettre ces données en France et partir de la France et puis aller se développer sur d'autres pays européens. Mais quand on veut aller au-delà des limites européennes ? Alors quand on veut aller au-delà des limites européennes, il faut s'en référer tout d'abord au site de la CNIL qui montre qu'il y a un certain nombre de sites amis avec lesquels les échanges vont être simplifiés. Et un certain nombre de sites avec lesquels ça va être plus ou moins complexe. Il va falloir notamment prendre garde à certains pays qui sont très protectionnistes et qui en plus veulent amener leur paquet réglementaire propre et desquels la confiance n'est pas toujours là, tels que la Chine par exemple, tels que quelques autres pays de la Russie, on peut aussi citer dans ce goût-là. Et puis des pays qui ont eux-mêmes leur paquet réglementaire, tels que les États-Unis avec le Privacy Shield, avec le Cloud Act, mais qui sont encore assez bousculés par la vision européenne. Donc on verra ce que ça donnera dans les mois qui viennent. Et ça, c'est pour l'aspect réglementaire, mais comment on fait pour éviter, au niveau de la gestion opérationnelle, quand on est une entreprise française qui exporte via les data ses services ou ses produits, comment on fait pour gérer ça de façon harmonieuse pour éviter un millefeuille à défaut de parler d'usine à gaz. Ouais. Alors ça c'est un vrai sujet pour la compétitivité et c'est un vrai sujet pour tirer finalement la pleine valeur du capital donné qu'on va parvenir à étendre par le développement international. Typiquement, si je veux pouvoir adresser mes clients partout à travers le monde et comprendre leur comportement alors qu'ils passent de pays en pays, il faut que j'arrive à avoir cette vision cohérente et cette vision globale des données, tout en gardant à la fois l'agilité de chaque pays pour opérer son marketing, pour opérer son manufacturing ou autre, et puis à la fois avoir une cohérence dans la communication au niveau groupe. On peut citer des groupes comme Nespresso, comme Accor Hotel, tous ces grands groupes internationaux le font extrêmement bien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces groupes ? On met en place un certain nombre de référentiels de données, notamment sur les données clients, pour se donner une vue centralisée, cohérente des clients à l'international. On met en place un certain nombre d'organisations et d'équipes qui vont être chargées de gérer les différentes opérations sur les données. Et on laisse en même temps de l'agilité aux différents pays. Donc on va définir finalement ce qu'on appelle un corps modèle, un
modèle noyau qui pourra être décliné de façon libre sur les différents pays. Nicolas, simplement, l'autre élément qui vient vraiment simplifier cette affaire-là, c'est la technologie. Le cloud. Et maintenant, la data dans le cloud est en train de vraiment se répandre, et même le big data dans le cloud se réalise maintenant très très bien et assez naturellement. Et l'autre technologie qui est en train d'exploser actuellement et qui va apporter de grands services dans ce cadre international, c'est la virtualisation des données. On a beaucoup parlé de la virtualisation des machines, des serveurs, des moyens. Il y a maintenant des technologies de virtualisation des données qui permettent de laisser les données là où elles sont et de créer des images virtuelles des données là où on a besoin de les avoir. D'accord. Nicolas Arpajon, est-ce qu'on a ce même type de problématique en termes de cybersécurité ? Oui, certainement, parce que les pays déjà établissent leur propre réglementation concernant le dépôt des données, par exemple, sur leur territoire, qui appliquent des règles liées à leurs prestataires en fonction de la nationalité. Et on va avoir en fait un entremêlement qui va être soit les réglementations nationales, mais également des réglementations régionales, à l'instar des dispositifs européens. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir intégrer ce dispositif juridique dans sa réflexion stratégique. Se dire, j'ai bien des données qui, d'ailleurs, à un moment, vont voir leur valeur évoluer. Il est certain qu'une information, à un moment, va peut-être nécessiter un niveau de confidentialité extrêmement élevé, une discrétion quant à son maniement et au nombre limité des personnes à même de les consulter, de les modifier. Et puis, il s'avère qu'au fur et à mesure, cette donnée va devenir de plus en plus banale. Pourquoi ? Parce qu'elle sera publique ou elle aura moins d'effet sur la gouvernance ou le caractère opérationnel de l'entreprise. Donc, on voit bien que cette information, elle va être amenée à évoluer. Donc, il ne faut pas concevoir la valeur et donc le proportionnel niveau de sécurité de manière figée, en se disant, voilà, c'est une donnée qui a, une fois pour toutes, alors on va mettre de côté les données personnelles, qui, elles, sont protégées de par les réglementations d'une manière assez large. Les données financières, on le voit bien, parce que c'est quelque chose qui a toujours, évidemment, de la valeur. Mais par contre, ces données d'entreprise, qui sont moins évidentes à caractériser, vont devoir... Par exemple, des fichiers clients. Exactement. Des fichiers clients, notamment si la personne est actuellement un client, alors là on va mettre de côté les données personnelles, mais si c'est un ancien client, si éventuellement vous pouvez les catégoriser par montant, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on va besoin d'avoir une réflexion qui va mêler la stratégie. Quelles sont ces informations ? Quelle est leur valeur ? En quoi est-ce qu'elles me sont essentielles ? Faire en sorte de proportionner le niveau de sécurité qui ne doit pas devenir handicapant. C'est-à-dire, on pourrait être dans une illusion d'une sécurité totale, c'est-à-dire mettre des éléments très robustes de chiffrement, d'accès limité, de consultation sur des équipements spécifiques, des machines qui ne soient pas connectées à d'autres réseaux. Pourquoi pas ? Ça existe. Simplement, il faut bien être conscient que c'est autant de freins, de complications à l'usage, et donc le risque serait que les opérationnels, les directions métiers, pourraient tenter de s'affranchir de ces règles de sécurité. Donc, on ne peut pas bâtir des règles contre les métiers, il faut bien les y associer, de manière à ce qu'eux puissent désigner ce qui a de la valeur, faire en sorte qu'il y ait cet environnement juridique qui soit pris en compte, de manière à être en conformité quand même avec les cadres juridiques et ne pas voir sa responsabilité mise en cause. Et enfin, faire en sorte de pouvoir évoluer au regard des changements qui surviennent sur le marché, en termes de compétition, en termes d'innovation, en termes de grandes échéances qui arrivent à terme. Et donc, on fait en sorte, si par exemple vous avez un pronostic très, très fin d'un prochaine course hippique, il est évident que ce pronostic, il est important avant le début de la course. Il a un intérêt relatif, mais sympathique une fois que la course est lancée, parce que savoir, après tout, avait-il raison ? Et ensuite, vous avez intérêt, ce pronostic, à le rendre public, parce que de dire, vous voyez, sur les 15 dernières courses, nous avons annoncé vainqueur dans 14 cas, et donc nous sommes quelqu'un de très fiable dans nos pronostics. Vous voyez bien que cette information, selon le moment de l'année, va avoir une valeur différente et va avoir exigé un niveau de sécurité. C'est là où on voit que les métiers doivent se parler, là, de manière à pouvoir pointer la valorisation, la contribution d'une donnée à la création de valeur, faire en sorte que les juristes puissent justement faire en sorte que ça se déroule dans un cadre respectueux des réglementations, qui d'ailleurs à admettre que si la question de la souveraineté, de la confiance que l'on va avoir dans un prestataire est suspecte, en tout cas elle est discutée, de faire des arbitrages, peut-être de dire j'ai une solution qui est peut-être très opérante, mais qui n'est peut-être pas de confiance. Est-ce que cela mérite ? Et donc de faire ces arbitrages-là. On voit que c'est un vrai sujet transverse dans les organisations, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, et également que ça va être un sujet qui va donner l'occasion de s'interroger sur qu'est-ce qui a de la valeur chez moi. Et c'est vrai que dans un monde où on voit des compétiteurs arriver, qui émanent quelquefois, qui sont des start-up qui grandissent à vitesse grand V, ou que ce soit des géants qui à un moment décident d'entrer sur des marchés qui ne sont pas les leurs originellement, on voit bien qu'on a
a besoin d'avoir cette introspection. Qu'est-ce qui a de la valeur chez moi et quel est le juste niveau de sécurité que je dois apporter de manière à ne pas me pénaliser dans l'exploitation, dans le raffinage de cette information, dans son maniement, dans son partage, mais également qui doit me mettre à l'abri des attaques générales, c'est-à-dire celles qui peuvent m'atteindre sans me viser originellement, mais également les attaques ciblées qui existent bel et bien dans le cyberespace. Pour tout ce qui est du cadre juridique, peut-être pour rebondir sur ce que Nicolas disait, il y a un mécanisme qui est prévu qui s'appelle les Binding Corporate Rules, les BCR pour les intimes, et qui permet de définir et de se doter de tout un tas de règles intra-groupes, donc au sein des entités d'un groupe, pour qu'elles puissent échanger plus librement entre elles les données, même si elles sont sur des continents différents, même si elles sont sur des législations différentes. Et donc ces BCR sont très utiles dans ce cadre-là et sont encadrés par la CNIL ou toute autre autorité de régulation des données. Donc dans les deux cas, le développement business et aussi la sécurisation du business, justement, on dispose aujourd'hui d'outils simples ou en tous les cas qui sont facilement... Alors, d'outils simples, ça dépend de la taille, des volumes de données, des pays dans lesquels, et surtout du niveau de maturité et à quel moment vous commencez à entamer cette réflexion. Ouais. C'est vrai que beaucoup d'entreprises disposaient de données parce que c'était une accumulation liée à la comptabilité, liée à une recension simplement statistique, et il n'y avait pas cette culture de quelles sont les données dont je dispose et comment est-ce que je peux les utiliser. Alors c'est vrai que ça oblige effectivement à avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce que je détiens comme information, qu'est-ce que je peux corréler avec d'autres informations et ainsi de suite, comment est-ce que je détiens cet éclairage de l'avenir, cette capacité à mieux comprendre mon environnement, à anticiper un certain nombre de pratiques pour être prêt le jour où il faut mettre à disposition un produit, un service, faire en sorte de pouvoir avoir cette information. Donc des solutions simples, elles le seront d'autant plus que l'entreprise sera évidemment numérisée, c'est-à-dire organisée avec des éléments capables de produire de la donnée, de la structurer, de la rendre fluide, mais également d'avoir cette réflexion le plus en amont possible. Une fois qu'on va rajouter, un peu comme cette boîte à chaussures avec tous vos souvenirs de vacances dedans mis en vrac, oui, bien sûr, ces informations sont là. Il est vain d'avoir une base de données si on ne peut pas justement la solliciter, faire en sorte de mettre des requêtes, faire en sorte d'avoir un élément de valorisation. Savoir que les réponses à vos grandes questions se trouvent dans une gigantesque base, en fait, vous indiffère, voire vous énerve un peu, dès lors que, effectivement, on ne vous donne pas le moyen de formuler des requêtes qui vont vous permettre de trouver cette fameuse aiguille dans la botte de foin. Les données sont présentes, elles existent, personne ne les conteste. Ceux qui feront la différence seront ceux qui sauront les valoriser et les protéger. Merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges passionnants. Merci. En conclusion, je pense qu'on peut dire que le titre de notre émission, c'était « Data et international ». Atout ou matière sensible, eh bien, je crois que ça a permis d'illustrer que c'était les deux à la fois et qu'il fallait à la fois tirer les opportunités de la donnée, mais aussi rester très précautionneux sur l'utilisation qu'on en fait. Je vous donne quant à moi rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Diagonal Flash.